France Bouge. Mais oui, c'est vous, Brigitte. Vous avez 41 ans. Vous avez fondé votre entreprise il y a 2 ans à Rennes. Vous venez de Rennes, là, aujourd'hui. Vous avez eu un BEP en alternance en hôtellerie-restauration. Vous avez travaillé dans l'hôtellerie à Rennes. Mais derrière tout cela, vous avez une passion depuis l'âge de 15 ans, c'est le vin. D'où vous vient cette passion ? Alors, c'est un concours de circonstances. En fait, j'ai eu la chance de grandir. Mon père était orphelin, donc a été pris sous son aile par un gros chef d'entreprise breton qui était collectionneur de grands crus classés. Et moi, j'étais dans une période de ma vie à 15 ans où je vivais des pertes. En fait, j'étais dans la résilience, donc je jouais pas avec les autres enfants et j'observais ce qui se passait. Et moi, ce qui m'a toujours étonnée en repas de famille, c'était justement toutes ces émotions autour de la bouteille. À chaque fois, ça déclenchait des émotions. Les gens souriaient, ils parlaient du vin. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ce liquide pour qu'il y ait autant de choses derrière ? Et j'ai voulu goûter. On m'a dit oui si je le crachais. Donc à 15 ans, vous avez goûté À 15 ans, j'ai goûté un Château Bel Air, premier grand cru classé de Saint-Émilion. Ça fait sourire, Paolo. Non, je trouve ça bien. C'est bien, c'est pas un Beaujolais. Mais le Beaujolais, c'est très bon. Ça a été la révélation, au nez, en bouche. J'avais déjà une faculté où je sentais, je goûtais tout. Et puis, Papy Panaget est parti chercher une autre bouteille, donc la même, Château Bel Air, grand cru glacé, mais 20 ans en arrière. Et c'est là que la passion s'est déclenchée parce que c'était plus la même robe, c'était plus le même nez, la bouche idem. Donc c'était vraiment, en fait, un produit vivant à l'intérieur de la bouteille avec la terre vivant, la main de l'homme, un autre vivant, refasse un vivant ensemble. C'est le seul produit aujourd'hui qui est comme ça, le vin, en fait, qui est vivant. Et ça m'a passionnée. Et comme j'étais une hyperactive qui avait besoin de tout le temps apprendre, le vin, on ne peut pas se lasser. Il y a tellement d'appellations, tellement de domaines que... voilà, je suis partie dans la restauration d'alternance. Vous avez travaillé 12 ans dans la restauration, dans des grands palaces. Alors oui, je suis partie après au lycée hôtelier pour la mention sommellerie et œnologie. Ah bah ouais, c'est bien ça, c'est une belle expérience. Et après, je suis partie sommelière dans des palaces essentiellement pendant 12 ans de restauration. Ouais. Donc sommelière en restauration. Et puis, avant la crise Covid, en 2019, vous avez commencé à commercialiser. Vous vous lancez donc un petit peu déjà dans l'entrepreneuriat ? C'était vos collerettes Oui, les collerettes sommelières, au début la robe du vin, et puis avec la crise, puisque c'était un outil marketing, communication qui permettait en un coup d'œil aux consommateurs de choisir son vin. Au bout d'un an, le Covid a fait que les vignerons vendaient plus de bouteilles, donc il a fallu transformer pivoter, parce que sinon je me tirais une balle dans le pied. Donc j'ai souhaité faire une box de vin. Au début, c'était une box de 3 premières canettes. Mais pourquoi la canette ? Vous allez nous en parler, parce que avant de faire le pitch, parce que voilà, on chauffe là depuis le début de l'émission sur ces canettes de vin. Mais comment vous arrivez à vous passer de la collerette sommelière à vous dire tiens, je vais faire une canette de vin ? C'est un concours de circonstances. En fait, avec toutes ces années d'expérience et puis le recul, j'ai constaté qu'évidemment il y avait des baisses de vin, de volume de vin tous les ans en rayon. Il y avait que de la bouteille. Le bib avait percé quelques années avant, d'ailleurs on n'y croyait pas, mais aujourd'hui c'est plus de 40% des ventes. Le bib, le bag in box, en fait, 3 à 5 litres. Et il n'y a pas d'innovation autrement dans le vin. Il n'y avait pas de contenant raisonné. Les demi-bouteilles, on n'en trouve presque plus. Et il n'y avait pas de contenant de nomade et recyclable à l'infini. Je savais que la canette existait à l'étranger, mais elle n'était pas encore arrivée en France, parce que j'étais une des premières. Et en ayant goûté, je savais que la canette n'altérait pas le goût du vin. Il y a un brevet à l'intérieur, il y a un film qui protège et qui permet de ne pas avoir de contact entre l'alu et le vin. Et donc je me suis dit, bingo, on y va, on tente. Donc ça veut dire que la canette, c'est pas une canette de soda. C'est un autre matériau. C'est ça. Parce que c'est fabriqué par une société française. Faisait perdre la qualité du vin, mais vous nous rassurez. Non, en général c'est Ball, une société française qui fabrique les canettes, mais par contre ils exploitent un brevet américain qui permet de ne pas avoir de contact du tout. Il y a un film à l'intérieur entre le vin et l'alu, ce qui fait que le vin conserve toutes ses qualités organoleptiques. Alors la robe du vin, c'est quoi ? C'est le moment de nous dire précisément ce que c'est. Vous avez 1 minute, Brigitte, on vous écoute. Alors moi je suis donc Brigitte, sommelière, donc passionnée par le vin. J'ai voulu vous faire découvrir donc à travers un petit contenant, un nouveau contenant, mais qui est riche en informations, puisqu'à l'intérieur vous allez aussi avoir 12 minutes de vidéo par vin sur cette canette qui regroupe donc le vigneron dans son vignoble. L'idée c'était d'apporter de la culture vin et gastronomie au consommateur pour lui redonner de l'affect à ce produit qui est le vin, puisque la majorité des Français sont un peu perdus sur le vin. Donc j'ai développé une gamme de 12 nouvelles canettes en collection. Vous avez du blanc sec, du blanc sucré, du rosé sec, du rosé sucré, du rouge, et il y a même une bulle. Et donc du coup ça permet de vous offrir donc 2 verres de vin, donc soit en compagnie de quelqu'un, soit tout seul, donc en nomade, en consommation raisonnée de la semaine. Ça avait un sens d'apporter ce contenant sur le marché, puisque l'idée c'était de remettre de la consommation de vin pour les consommateurs, puisqu'aujourd'hui la bière, comme vous aviez dit tout à l'heure, prend pour la première fois de cette année à dépasser les volumes de vin.
de vente par rapport au vin. Et donc, mais la bière a des volumes de 25, 33, 50, chose que le vin n'avait pas, un contenant nomade. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller offrir quelque chose. La semaine, vous n'avez pas envie d'ouvrir une bouteille, mais vous avez envie d'un verre de vin. D'abord, merci pour votre pitch, Brigitte. Là, c'est 2 fois 25 centilitres, c'est ça? Non, c'est 2 fois 12,5, donc ça fait 25 centilitres. Non, ça fait 25 centilitres. Complètement, 2 verres de vin. 2 verres de vin. 2 petits verres ou un bon verre de vin. Ou un bon verre de vin. Non, c'est le verre en restauration, c'est 12,5, donc ça fait pile poil, 2 verres. Paolo, vous en pensez quoi? Quel regard portez-vous sur la robe du vin? Sur la robe du vin, je trouve que c'est un très beau projet. Bravo Brigitte. Merci. Après, sur la canette, c'est un sujet chez nous qui est d'actualité, qui est, encore une fois, souvent le repère de Bacchus sur ce genre de choses est un peu précurseur. Nous, on a des idées souvent un peu trop avant-gardistes. Donc on a tenté déjà la canette il y a 2 ans, 3 ans. Je suis un peu mesuré, moi, là-dessus, parce que le consommateur français, dois-je rappeler que la France est un pays traditionnel et qu'on a encore du mal à consommer le vin autrement que dans une bouteille, avec un tire-bouchon. Il y a le rituel, on reçoit, on présente la bouteille, au repas de famille, etc. Il y a tout ce rituel familial, traditionnel et culturel qui fait que, pour le moment, on a du mal à sortir, ne serait-ce que d'une bouteille avec un bouchon. Je vous parle même pas d'une bouteille avec une capsule à vis, qui, au niveau qualitatif, il y a des études qui prouvent que la qualité n'a jamais bougé, mais le français aujourd'hui, même là-dessus, il a du mal à y venir. Alors la canette, c'est encore une autre étape. Un vrai enjeu. C'est très audacieux. Quand on touche au patrimoine, c'est vrai que le français a toujours plus de mal parce que son biais, c'est biaisé en fait. Il pense que justement ça altère le goût, que c'est du bas de gamme, mais non, on peut mettre du bon vin en canette. Par contre, la canette va faire que le vin ne vieillit plus. Donc, il faut sélectionner des vins rouges qui soient prêts à boire maintenant. Et puis, les blancs et les rosés, c'est bien parce que ça garde le côté fruité. On la conserve où? Au réfrigérateur ou dans une cave? Ça dépend, vous pouvez la mettre dans votre cave, mais bon, la canette, vous n'allez pas en mettre en stock dans votre cave quand vous achetez une canette, c'est plus pour votre consommation. Ça dépend si c'est du rouge, du blanc. Mais plutôt au frigo pour les blancs et les rosés, et puis dans la cuisine pour le rouge, en fait, à température classique. Et en termes de prix, est-ce qu'on est sur allez vous situer entre 2,79 € et 5 € la plus chère avec le Côte de Provence bio. Aujourd'hui, vous êtes distribué dans la grande distribution? Alors je commence, tout à fait. J'ai commencé au mois de juin en fait avec quelques enseignes pour justement, en fait cette année là, c'est sorti en novembre cette collection 12 canettes. Donc là l'idée c'était vraiment d'aller tester tous les canaux, donc que ce soit l'hôtellerie, la vente à emporter. Les campings, la grande distribution et les grossistes. Et donc du coup, voilà pour voir. Et donc ça fonctionne dans tous les canaux. Donc maintenant, il faut dupliquer. Et donc c'est aux distributeurs justement d'aller amener cette innovation au consommateur, parce que c'est le consommateur qui va juger au final. Si vous êtes parmi nous ce soir, Brigitte, c'est parce que vous avez des besoins et c'est la raison pour laquelle vous êtes dans La France Bouge. Parmi les besoins, c'est que vous voulez aussi montrer que non, attendez. Oui, parmi vos besoins, vous avez besoin d'aller de vous développer davantage dans la grande distribution. C'est ça, parce que là, ça démarre à peine. Alors pour démocratiser un produit aujourd'hui, la grande distribution, c'est à peu près 80% des volumes vendus. Si on veut démocratiser un produit aujourd'hui, c'est sûr qu'il vaut mieux viser la grande distribution, parce que c'est là où les consommateurs sont majoritairement présents. Donc oui, l'idée c'est d'arriver en centrale. Et vous souhaitez recruter aussi, je crois. Alors j'ai déjà recruté là il y a une semaine. Des commerciaux, je crois. Exactement. Donc là j'ai 2 alternants donc en fin d'études qui ont déjà de l'expérience commerciale, qui viennent d'arriver pour le commercial. Et puis donc l'idée c'est après en début d'année de prendre un commercial export, parce que évidemment à l'export la canette a déjà sa place, elle est démocratisée partout autour de nous. Alors pour répondre à toutes ces questions, il y a une coach ce soir, c'est Flore Egnel. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, évidemment qu'elle bouge, cette France, on le voit à chaque instant sur Europe 1, du lundi au jeudi, de 20h à 21h. Et ce soir, on parle de vin, et oui, du vin à consommer, évidemment avec modération. Nous sommes avec le patron du repère de Bacchus, 40 magasins, essentiellement à Paris, en région parisienne. Nous sommes avec Paolo Bucanova, nous sommes avec vous, évidemment, Benjamin Lévesque. Nous sommes avec Brigitte Després, la fondatrice de la robe du vin. La robe du vin, c'est du blanc, du rosé, du rouge en canette. Et oui, en canette, c'est une petite révolution dans le monde du vin. Et nous sommes avec la coach de ce soir, Flore Egnel. Vous êtes la directrice générale de Willa, qui est un incubateur au féminin. Si Brigitte est venue parmi nous ce soir, c'est parce qu'elle a des besoins. Donc c'est le moment de se poser et d'écouter vos précieux conseils, les conseils de la coach. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Flore, qu'en pensez-vous?
Qu'avez-vous pensé de son pitch à Brigitte, la robe du vin? Eh bien, je vais être très transparente avec vous et avec Brigitte. Quand j'ai découvert la robe du vin, je me suis dit en toute bonne française, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Du vin en canette. On est Mais chauvin, c'est vrai. Voilà, Et puis on a toujours du mal avec le changement. Ça touche notre patrimoine, ça touche notre... On en a beaucoup elle a mis parlé. un petit drapeau français sur les canettes. C'est sur le ça, dos des un petit canettes. coq. Exactement. Et donc sur le pitch, ça m'a refait encore cette même émotion en écoutant pitcher. Et en fait, quand on écoute, on essaie de se visualiser. Et alors c'est plus difficile pour ceux et celles qui nous écoutent parce qu'ils ne voient pas les canettes. Mais quand on s'imagine quand est-ce qu'on pourrait la consommer et où la consommer, c'est là où on commence à voir l'intérêt du projet. Je trouve que c'est un projet qui est révolutionnaire, qui est très audacieux et qui a vraiment vaut le coup d'être porté. On disait exactement la même chose du bib, donc du bag-in-box. On disait mais mettre du vin dans des cubis, dans du plastique, hors de question. Le vin, c'est en bouteille avec un bouchon en liège. Et en fait, on l'a rappelé, c'est plus de 40% des ventes. Donc demain, la canette fera très probablement 40% des ventes aussi. Donc je pense qu'il faut juste se dire quand et où on peut le consommer. Donc il faut se projeter. Il faut se projeter parce que c'est un marché à évangéliser et à créer. Vous êtes la seule sur le marché? Non, il y a quelques concurrents. Alors, il y a un négoce essentiellement avec 3 couleurs, mais sinon, il y a des vignerons indépendants qui vont en sortir une. Je suis la seule aujourd'hui à proposer justement une gamme de 12 canettes avec un choix qui soit large et qui puisse être proposé, par exemple, en grande distribution avec une gamme qui sortent du rayon vin dans des meubles spéciaux qu'on les voit bien. Quoi. Et ça fait partie des forces de la start-up d'avoir une gamme diversifiée. C'était l'idée, ouais. Ça fait partie aussi, je trouve, le marketing. Alors vraiment, les canettes, c'est très joli. C'est très joli, c'est très made in France. Ça joue sur des codes du marketing assez novateurs et dans l'air du temps. Et puis, on l'a rappelé aussi dans le parcours de Brigitte, sa formation. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui et je trouve qu'il faut davantage le raconter. Moi, je suis allée faire un tour sur votre compte Instagram, sur votre site internet. Vous n'apparaissez nulle part. Exactement. J'ai pas fait la vidéo encore storytelling. Mais oui, mais il faut le faire parce que vous donnez confiance quand vous parlez de vous. Complètement, ouais, quand on me rencontre. Mais c'est vrai que j'ai jamais voulu me mettre en avant. J'ai toujours voulu mettre la robe du vin, mais la robe du vin est incarnée par qui? Par moi. Donc il va falloir passer devant la caméra. C'est quelque chose qui est plus difficile. Mais c'est même pas la caméra. Moi, je trouve que même sur Instagram, raconter juste en 3 lignes qui vous êtes. Ça va le légitimer et ça va donner envie à des gens de rejoindre l'aventure et de vous rejoindre vous. Instagram et TikTok aussi, on va intervenir. On vient d'ouvrir un compte TikTok et là on va faire des vidéos assez sympas sur par exemple le recyclage. On balance une canette dans la poubelle, il y en a une autre qui revient pleine. Enfin, des petites. Parce que vous avez mis, parce que il y a vous avez mis en place toute une filière de recyclage, pas une filière. Alors mais... on va l'évoquer ce point-là parce que j'y tiens. Le ministre de la Transition justement énergétique là. Il y a une commission qui est passée, ils ont retardé les choses par rapport à la consigne, puisque le verre était avec la canette. Oui, tout à fait. Si la canette était recyclée, aujourd'hui, il y aurait 9 canettes sur 10 qui sont recyclées. Aujourd'hui, c'est le cas de 6 canettes sur 10, 6 à 7 canettes. Faut la mettre dans la poubelle jaune. Sur la poubelle jaune, il y a des aimants, elles sont recyclées. Maintenant, aujourd'hui, faut que la France aille dans le sens de la consigne. Ça s'est pas fait. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a des lobbies du verre derrière, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, la consigne serait très bien impliquée dans le magasin aussi, où on puisse déposer dans le magasin ses déchets, ou comme on fait avec le plastique, où on broie le plastique, ça donne quelques centimes ou un bon d'achat. Enfin, il y a des choses à mettre en place, mais il faut que le gouvernement soutienne cette action. Donc, la boîte boisson et chaque canette compte sont dessus, mais... Et en parlant de recyclage, vous avez la marque de vin OE qui a été lancée en 2015, qui a été l'une des premières à réinstaurer la consigne et le réemploi des bouteilles de vin en France. C'est plus économique et écologique. En 2022, par exemple, ils ont récupéré 300 000 bouteilles qu'ils ont lavées et réutilisées. Donc, ils travaillent avec 700 épiceries partenaires aussi. pour aller déposer ces bouteilles vides. Et ils vont même encore plus loin. Excusez-moi, c'est révolutionnaire, mais on ne fait que revenir à ce que le passé a été. Mais complètement. Exactement. Le monde de la consigne, il a existé jusqu'à il y a 20 ans et tout le monde trouvait ça normal. Moi, j'ai souvenir d'avoir ramené les bouteilles de vin. Quand on était jeunes, avec les bouteilles consignées. Le lait, tout, Vous faites comment chez Au Repère de Bacchus Nous, c'est un vrai sujet, la consigne, parce que j'étais l'autre jour chez un vigneron dans la Loire qui travaillait avec un organisme justement de bouteilles consignées, récupérées, etc. La difficulté que nous avons, nous, à Paris, c'est l'espace. Et aujourd'hui, aucune boîte sérieuse n'arrive à se mettre sur ce marché-là parce que c'est pas facile de circuler à Paris, c'est pas facile d'arriver dans des quartiers où les rues sont petites, etc., etc. La logistique n'est pas encore prête pour le monde parisien, mais elle se développe un peu partout. Et il faut aller vers là.
Flore. Et en termes de business model aussi, on parlait pour la robe du vin de la GMS, donc de la grande distribution. Moi, en m'imaginant où et comment je voudrais le consommer, on en a parlé brièvement hors antenne avant l'émission. J'ai tout de suite pensé, moi, au monde de la restauration, au monde de l'hôtellerie, tout ce qui touche au tourisme, les comités d'entreprise aussi. Et puis, vous savez, les boutiques hôtels qui attirent exactement. Donc, une certaine jeunesse. Donc, j'ai une vingtaine d'hôtels là, sur Paris. Qui sont intéressés ? Ah non, qui sont déjà équipés. Alors ça va. Et ça fonctionne très bien. Je suis plutôt étonnée des volumes parce que dans les mini-bars ou alors en boutique hôtel à l'accueil de l'hôtel, c'est idéal pour le consommateur, pour le client qui a envie d'un verre de vin en mangeant ou en rentrant. La restauration emportée, c'est des choses, que ce soit les food trucks ou des restaurants qui proposent de la restauration emportée. Les restaurants asiatiques aussi avec les sushis. Mais les campings, par exemple, la restauration emportée, j'achète la canette. Je bois comment le vin ? Parce que moi alors, franchement, le boire dans la canette, là, franchement, j'ai du mal. Exactement. Donc, moi, je conseille, si vous avez un verre sous la main, évidemment, de le mettre dans un verre de vin. Si on est sur un bateau ou dans un avion, évidemment, on va le boire dans la canette. Mais on peut le boire à la canette ou demander un gobelet si on veut vraiment pas le boire à la canette, mais ça n'altérera pas du tout le goût du vin. Au bout de plusieurs verres, moi, je peux le boire à la canette. Alors, ça sera perturbant pour la vue parce qu'on voit pas le liquide avant de on voit pas le vin avant de le boire. Parce qu'il y a quand même toute la couleur du vin, c'est quand même l'odeur. C'est pour ça que ça se dirige aussi à un nouveau consommateur. Alors, je suis d'accord avec vous. Alors moi, je le bois dans un verre en général. Brigitte me disait que quand elle fait des animations, tout le monde est intéressé aujourd'hui par ce format-là. Déjà, le packaging, je le répète, il est plutôt joli, c'est très réussi. Merci. Donc ça donne à l'œil, déjà, ça donne l'envie d'y s'y intéresser. Mais après, je pense que c'est plutôt une clientèle jeune qui va avoir envie de venir à ça. Alors pas forcément, non, pas forcément, mais ça va être, je pense, la cible. La cible pour se développer massivement, c'est la clientèle plus jeune. Sur les études, on a 85% des moins de 25 ans qui sont favorables à goûter, qui ont envie de goûter de la canette. Au-dessus de 25 ans, on tombe à 72% quand même de Français qui ont hâte de goûter et qui aimeraient bien tester. Donc, et on se retrouve avec certains cavistes qui distribuent les canettes, sont assez étonnés et épatés de voir une clientèle assez âgée aussi. Soit ils vivent tout seuls, soit à deux, mais il y en a qu'un qui consomme de vin ou ils sont deux, ils veulent un verre de vin. Du coup, ils ont pas mal d'anciens à acheter des canettes aussi. C'est exactement ce que j'allais dire. On est seul et on n'a pas envie d'ouvrir une bouteille et on ne sait pas quand la terminer et on se force presque à la finir le lendemain. 40% des familles sont exactement. monoparentales. Là, c'est un verre en rentrant du travail à consommer avec modération, puisque de toute façon, ça ne fait que 25 centilitres. Mais donc c'est parfait. Flore, quel genre de carnet d'adresses pouvez-vous ouvrir pour Brigitte ce soir ? Et alors nous, chez Willa, on accompagne des start-upeuses donc dans tous les secteurs de l'innovation. C'est le moment d'aller y faire un tour. Donc clairement, exactement, on peut partager des contacts de la grande distribution, des contacts dans des comités d'entreprise si c'est une piste que vous avez envie de Et la piste creuser. du repère de Bacchus ? Bien sûr. Ne commencez pas. Je suis déjà assez sollicité. Vous êtes un caviste dans une grande ville parisienne. Je vais être très franc avec vous. Les canettes, elles sont très belles, mais à partir du moment où c'est en grande distribution, notre valeur ajoutée sur ce genre de choses, elle est pas très importante. Et nous, on se bat. Il y a 5000 cavistes en France, donc on se bat pour être un peu différent de la grande distribution. Il n'y a pas envie parce que vous êtes déjà dans la grande distribution. Je traduis. Ne serait-ce que par rapport à un positionnement prix, par exemple, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, et donc souvent les prix sont trop décalés quand c'est les mêmes produits. Donc il faut, si vous voulez aller un jour et de plus en plus chez des cavistes, etc., il faut penser à une gamme dédiée à ce circuit. Alors sur cette gamme de 12 canettes, il y en a 10 par exemple qui vont en GD. Les deux bio sont à part. Et puis j'ai voulu faire une synergie sur la marque en fait pour créer une marque forte. Je voulais que ce soit les mêmes canettes, que ce soit en grande distribution ou chez un caviste. Et il arrive bien sûr qu'il y a des vignerons qui vendent les mêmes bouteilles, que ce soit en caviste ou en grande distribution. On va pas citer, mais par exemple, je sais pas, Gérard Bertrand, on le retrouve et en grande distribution et chez un caviste. Oui. Bernard Magret, c'est pareil. Enfin, on a pas mal de vignerons qui le font aussi, mais je sais que les cavistes n'aiment pas ça, en fait, d'avoir les mêmes références. Parce qu'ils veulent être un peu exclusifs, c'est normal, c'est pour ça qu'on va chez eux aussi. Non, mais ça peut s'entendre. Oui, mais pour avoir un contenant qui n'est pas encore distribué, ça permet d'offrir une offre de valeur aussi à votre consommateur. Bien sûr. En tout cas, vous nous donnerez des nouvelles, évidemment, Brigitte Després, pour l'évolution de la robe du vin. Sûr. Vous restez autour de la table de La France Bouge, on va se poser, on va prendre des nouvelles de notre grande communauté. La France Bouge. Que sont-ils devenus ? Que sont-ils devenus ? On va demander à Jean-Philippe Brault, bonsoir.
Bonsoir. Jean-Philippe, vous êtes le fondateur de Gueule de Joie. J'avais dû vous le dire quand vous étiez venu en janvier dernier dans l'émission. J'adore le nom de votre boîte, Gueule de Joie. Benjamin, vous pouvez nous rappeler brièvement ce qu'est l'entreprise ? Alors, Gueule de Joie, c'est un distributeur en ligne de boissons sans alcool. Avant, vous savez, on avait le choix entre les boissons alcoolisées ou des jus de fruits et des sodas. Et bien là, avec Gueule de Joie, c'est beaucoup plus festif. Donc, on a par exemple des vins sans alcool, des bières sans alcool ou encore des cocktails ou des spiritueux sans alcool. Et les boissons reprennent vraiment les mêmes codes que les boissons alcoolisées, ce qui permet d'éviter aussi les questions du style alors pourquoi tu bois pas ce soir ? Pourquoi tu bois ce soir ? Est-ce que c'est toi qui vas nous raccompagner ? Ouais. Merci Benjamin. Alors Jean-Philippe, vous étiez venu en janvier à l'occasion du mois sans alcool. Depuis 10 mois, bientôt un an, est-ce qu'il y a eu des changements dans votre entreprise ? Je crois que vous n'êtes plus seulement un site de e-commerce, mais je crois qu'une boutique est née. Et plus qu'une boutique, 14 boutiques pour dire vrai, et je vais vous l'expliquer. Nous, on s'est lancé il y a 4 ans effectivement sur Internet. L'objectif, c'était de libérer l'accès à une nouvelle manière de boire, tout en valorisant le travail de brasseurs, de viticulteurs qui proposent des versions de leurs boissons, mais sans alcool. Et Internet, pour ça, offrait une opportunité de se lancer un peu plus facilement et puis d'être présent sur tout le territoire français. Donc vous avez aujourd'hui, vous nous dites que vous avez 14 boutiques ? Exactement. L'enjeu aussi, c'est d'accompagner les consommateurs sur ces nouvelles boissons, de leur apporter le conseil qui est attendu, de proposer de la dégustation. Et donc pour ça, on vient de s'associer avec le groupe V&B, qui est le premier réseau de caves et de bars en France, avec 270 établissements sur l'ensemble du territoire. Ils sont associés de Gueule de Joie pour nous permettre, nous, de nous développer, mais aussi on va intégrer des corners Gueule de Joie. Mais ça veut dire qu'ils sont rentrés au capital, c'est ça que vous nous dites ? Exactement. D'accord, je comprends mieux. D'accord, c'est super. Bravo, ouais. C'est une bonne nouvelle, hein, Flore. C'est impressionnant le développement. Si rapidement, l'univers du sans-alcool, ça se développe de plus en plus. Vous en avez chez vous, Paolo ? J'en ai chez moi, ouais. Ouais, vous n'avez pas l'air d'adorer. Hein. Cachez votre joie. Il n'aime pas la grande distribution. Il n'aime pas. Non, parce qu'on a créé une petite offre aussi, parce qu'encore une fois, on est à l'écoute du consommateur, on est à l'écoute de ce qui se fait. Et est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas ? En tout cas, on a cette offre. En tout cas, vous avez cette offre. Voilà. Jean-Philippe, vous avez embauché aussi cette année 3 personnes, dont une pour s'occuper de votre boutique à Nantes. Exactement, puisqu'on ouvre un peu notre navire amiral, vraiment la vitrine à Nantes, d'où nous sommes originaires. Et donc 2 personnes aussi pour nous accompagner dans le développement du site e-commerce. Et puis toutes les forces et les ressources du groupe V&B pour implanter des corners dans 13 villes de France là, dès le 7 novembre. J'ai compris, donc c'est 13 corners en France et une boutique à Nantes. On est d'accord, c'est pas 14 boutiques, non, parce que je me disais en modèle économique. En modèle économique, il faut qu'il nous donne la recette, c'est un cours d'éco, c'est un cours rapide. Non. 13 corners et une nouvelle et une boutique au mois de novembre à Nantes. Exactement. Félicitations. Félicitations. Merci. C'est quoi la suite pour vous ? Dans 5 ans, ce sera quoi, Gueule de Joie ? La suite, c'est de continuer à être un référent sur ce marché, à proposer toujours plus de nouveautés, de qualité, une grande diversité, et puis continuer à aller au contact des Français, donc se répondre à travers le réseau V&B, ouvrir d'autres magasins Gueule de Joie dans d'autres villes de France. Il y a un marché extrêmement dynamique, qui offre beaucoup d'opportunités, et je pense qu'avec ces nouveaux associés, on est bien placé pour les saisir. De toute façon, c'est ce que l'on vous souhaite. Hein. Merci à vous, Jean-Philippe Brault, fondateur de Gueule de Joie. Flore, dès lors qu'il y a une montée au capital, c'est la voie royale pour se développer. Ça booste énormément le business, puisque ça permet d'avoir accès à des services que l'entreprise n'avait pas forcément avant, d'avoir bien sûr du financement supplémentaire, donc c'est un gros coup d'accélération. Par contre, c'est un choix vraiment stratégique des associés au début, donc il faut savoir dans quoi on s'embarque aussi. Pourquoi ? Parce qu'on est plus libre. Exactement, en fait, c'est une nouvelle page qu'on écrit dans l'aventure entrepreneuriale. Paolo ? Je suis d'accord. Vous êtes en franchise ou en nom propre ? Non, le repas de Bacchus, c'est un réseau intégré et le propriétaire est Jean-Pierre Caillard, donc du groupe La Martiniquaise. Un grand patron, très grand patron, et où la notion de travail et d'investissement a du sens, et la notion de confiance aussi. La notion de confiance, moi je le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure dans le sommaire, vous étiez professeur d'espagnol. Voilà, comme et là, quoi l'enseignement mène à tout. L'enseignement mène à tout. Aujourd'hui, ça fait 18 ans que vous êtes au repère de Bacchus. Vous arrivez à recruter ou c'est aussi compliqué dans votre univers ? C'est très compliqué. C'est très compliqué pour tous les univers de bouche, de restauration, de service, etc. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas les talents, on n'a pas envie de travailler, il n'y a pas la passion ? Je crois qu'il manque d'abord la passion.
Et quand la passion est là, parfois il manque la force de travail parce qu'aujourd'hui on met toujours les envies, les loisirs avant d'abord le travail. Et nous on essaye d'inculquer cette passion-là, ce partage et cette force d'avancer ensemble parce que il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Mais on n'oublie pas non plus d'accorder des choses importantes à nos collaborateurs et de faire en sorte que leur vie dans l'entreprise soit agréable parce que l'un ne va pas sans l'autre. Mais ça veut dire quoi? Ce que vous nous dites, c'est que quand vous dites on aime les passions, les loisirs, ça veut dire qu'on n'a pas envie de travailler, c'est un commerce, donc le samedi, c'est compliqué, les horaires. Quand ça se termine à 20h30 le soir aujourd'hui, on trouve que c'est tard. Mais quand c'est comme ça, on ne peut pas faire de commerce. Flore? Et j'ai vu par rapport au travail, justement, vous avez lancé une pépinière pour former des personnes. Oui, on recrute des gens qui sont parfois pas du métier. Et justement, mais qui sont passionnés. Donc on leur amène cette formation en interne, on les accompagne pendant X mois, ils prennent des caves, ils tournent sur l'ensemble du réseau, ils sont formés par des gens chez nous qui sont là depuis de nombreuses années et on leur amène une formation pendant 6 mois presque permanente. Donc c'est la passion, le principal atout pour rentrer au repère de Bacchus. La passion et le partage. Merci, c'est déjà la fin de cette France Bouge. Merci à vous, Paolo Bucanova, vous êtes le patron du repère de Bacchus. Bonne chance à Brigitte Després, fondatrice de la Robe du Vin. Merci à vous, Flore Egnel. On était ravis de vous avoir ce soir. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'incubateur au féminin Willa. Merci à vous, Benjamin. On se retrouve demain avec une gueule de joie. Avec une gueule de joie, toujours à consommer avec modération. Et évidemment, vous restez sur Europe 1 avec Thomas Hill et Culture Média. C'est du lundi au vendredi. Je ne l'ai pas alors l'autre. Ah non, c'est Olivier Delacroix. Pardon, je fais les promos internes. Et on se retrouve, et vous restez sur Europe 1 avec des rendez-vous Europe 1 et la libre antenne présentée par Olivier Delacroix et Valérie Darmon. Ce soir, c'est Olivier, c'est entre 22h15 et 1h du matin. Vous pouvez témoigner, partager votre expérience, c'est sans tabou, sans jugement. Vous pouvez d'ores et déjà laisser vos coordonnées en appelant Europe 1 au 01 80 20 39 21. C'est un appel non surtaxé. À demain, dans un instant, le flash présenté par Maël Hassani, suivi évidemment de la musique avec Joe Hume. Bonsoir Joe. Merci beaucoup. Très sympa. Ouais. On a envie de prendre l'apéro là. Il y a peut-être encore un peu. Il y a de quoi parce que je vous ai amené des canettes fraîches, donc si vous voulez goûter.